Oui, Monsieur le Président, en ce qui concerne ces 700 millions disparus, si je puis dire, je rappellerai, je ne vous en ferai pas ombrage, mais que la région a dû, dans l'urgence, pour faire face à ce cafouillage incroyable quand même d'un logiciel qui a tout ce bloc, a dû embaucher en effet 31 personnes pour essayer en effet de pallier à cela. Je voulais aussi, bien entendu, rendre hommage à la disparition donc, du premier vice-président, qui, bien qu'adversaire politique, a toujours été d'une courtoisie et d'une écoute, je peux le dire en tant que président de groupe, hein, lors de plusieurs réunions, que nous tenons en effet à souligner. Alors, Monsieur le Président, nous arrivons à mi-parcours de ce mandat, quelques mois après. Aussi, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions sur l'état de votre politique dans 3 domaines importants de l'action régionale. Tout d'abord, en ce qui concerne cette plénière, et elle est assez emblématique, nous constatons au fil de ces réunions de notre institution une accumulation des feuilles de route, de préconventions, de mémorandums, en fait, de déclarations d'intention dans les domaines les plus divers. Cet empilement mérite que nous en fassions exactement le point, si tant est qu'elles aboutissent. On nous assure évidemment qu'elles n'entraînent pas de consommation de crédit, du moins sur l'instant. Je rajouterai pour l'instant, mais bien entendu, nous en voyons souvent la concrétisation au fil des commissions permanentes. Dire que vous nous avez assumé de nous tenir non seulement à vos compétences, mais même à vos priorités en début de mandat, est tout de même assez piquant. Quand l'État veut dégraisser le mammouth des réglementations et des normes, au nom de la simplification administrative, vous faites-vous exactement le contraire. En parlant d'État, du reste, vous avez été invité à une réunion d'élus avec le président de la République. Il y a à ses yeux des élus plus élus que d'autres, puisqu'en tant que parlementaire, je n'ai pas eu droit à une invitation, donc à m'exprimer, alors que les autres parlementaires étaient invités et pour beaucoup présents. Ceci montre bien le sens de la démocratie à géométrie variable d'Emmanuel Macron vis-à-vis de sa principale opposition. Il faut dire que nous ne représentons que 11 millions d'électeurs et dire que le 4e thème concerne la démocratie est tout de même assez extraordinaire. Permettez-moi de préciser que ce grand débat qui doit concerner au premier lieu les zones rurales est totalement pipé, puisque les invités sont triés, les thèmes sélectionnés à l'avance et au nombre pléthorique de 4. Mais surtout, on n'abordera pas ce qui inquiète les Français sur des sujets extrêmement graves comme le terrorisme, le retour des djihadistes, l'immigration, stop ou encore, ou la formation professionnelle. Je terminerai cette tartufferie en rappelant qu'une étude Odoxa, il y a une semaine, notait que 60% des Français estimaient que ce grand débat n'amènerait aucun changement notable et conséquent. Il faut rappeler que dès le début de la crise des Gilets jaunes, le président de la République, plus publiquement, avait indiqué qu'il ne changerait pas de politique. Sud-Ouest a d'ailleurs noté que, à la réunion où vous étiez présent, que le président n'avait pas annoncé de choses très concrètes, mais était resté sur de belles intentions. Ce constat m'amène au deuxième point intéressant de notre région. J'espère que vous avez remarqué que dans ce grand débat concernant la ruralité, l'agriculture était totalement absente. Il fallait tout de même le faire, alors que la profession est un pivot capital de la vie rurale. C'est un peu comme ici. On se penche pendant une semaine avec les yeux de Chimène sur le monde agricole au Salon de l'Agriculture, à Paris. Mais après, certes, nous votons un nombre conséquent de dossiers agricoles en GIA. Mais ce qui nous inquiète tout de même, c'est que pour la première fois, la commission numéro 6 traitant de l'agriculture a été annulée avant la plénière. Pourtant, le sujet est d'importance et mériterait un débat régional. Nous vous le demandons. Notre région, bien sûr, je le rappelle, est la première région agricole de France. 4 200 000 en effet hectares de surface agricole, 41 AOP, 70 labels, 260 exploitations agricoles ferment chaque semaine dans notre pays.
Quant à la moyenne de la retraite agricole, elle est de 730 € par mois, chiffre de la MSA, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, et pour un tiers des agriculteurs, cette retraite est en dessous de 430 €. Avec des semaines sans week-end de plus de 85 heures, nos agriculteurs ne peuvent même pas dégager un SMIC. Voilà la réalité de la majorité des exploitations familiales qui composent notre région comme notre pays. Alors, je ne vous reproche pas évidemment les actions de la région en soutien de certaines filières ou à l'installation des jeunes agriculteurs ou à la filière bio. Mais je vous demande de bien considérer qu'elles ne peuvent être à la mesure des réglementations mortelles de l'Union européenne sur notre agriculture. Du reste, j'ai entendu dans la bouche d'un de nos collègues une analyse extrêmement précise sur la future PAC et eh bien, il dénonce ce que nous dénonçons depuis des années. J'avoue que j'ai envie de lui dire, prenez votre carte au Rassemblement national, car nous entendons exactement le même discours que nous tenons depuis bien longtemps. Je ne vous reproche pas évidemment, je vous le disais, les actions de la région, mais ces actions ne sont pas à la hauteur évidemment, certes des enjeux, comme dit notre collègue Biteau, mais j'allais dire des dangers surtout qu'elle subit. Ainsi, l'Europe signe des traités bilatéraux avec un grand nombre de pays, 116 je crois, qui n'ont ni nos normes sanitaires, sociales ou environnementales. Ainsi, leurs produits arrivent au tiers du prix ou à la moitié de nos productions et sans droit de douane. Ainsi, la viande brésilienne, bovine, piquée aux hormones et aux antibiotiques ou aux activeurs de croissance, au dire du ministre brésilien lui-même de l'Agriculture, avec le traité du Mercosur des 4 pays d'Amérique latine. Ainsi, les céréales aux OGM qui nourrissent les volailles venant du Canada avec le traité du CETA. Je ne vous cite que ces 2 exemples, il y en a bien d'autres. Comment voulez-vous que nos paysans puissent résister, eux qui produisent de la qualité avec des normes exigeantes? De plus, la future PAC 2021-2027 prévoit une baisse de crédit de 12% en euros constants, ce qui correspond à une baisse de leurs faibles revenus de 16,3%. C'est un désastre face aux grandes puissances qui ont toutes musclé leur agriculture. Macron s'est dit opposé à cela, mais sa liste aux européennes fait alliance avec les démocrates et libéraux de la ALDE, fervent défenseur de la diminution de la PAC. J'ai ici un document officiel de la Commission européenne qui précise très clairement, je vous le montre, il est tout à fait officiel. Jacques. Oui. Oui, j'essaye de raccourcir, mais enfin, nous sommes quand même sur un sujet d'importance. J'ai essayé d'être le plus D'accord. Je vous cite les quelques lignes. Propositions législatives de la Commission. On constate des coupes très importantes en prix constant et surtout en termes réels des besoins de financement résultant des nouvelles priorités de l'Union. Je vous cite la première d'entre elles, l'aide à la migration. Le premier pilier garde sa primauté, même s'il diminue de 7 à 11%, alors que le grand perdant est le développement rural qui baissera, lui, de 25 à 28%, c'est-à-dire le deuxième pilier, l'aide aux zones rurales. Et, Monsieur le Président, mes chers collègues, ça, c'est l'Union européenne que vous soutenez depuis des années. Ainsi, non mais, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Ainsi, on continue d'affaiblir nos paysans qui vendent trop souvent en dessous du prix de production et on appauvrit encore plus nos agriculteurs pour donner aux migrants, je vous le citais un instant. Je vous ferai passer la photocopie de la Commission européenne. Cela vous éclairera. Vous voyez, je ne dis pas n'importe quoi. Ça va faire 10 minutes, là. Oui, pas... oui. Il n'y a pas 4 minutes pour les propos liminaires en assemblée, en début d'assemblée, monsieur. Non, mais enfin, ça ne va pas. Il faut être raisonnable. Pour nos paysans, c'est la double peine. On les étrangle et on installe en zone rurale des clandestins illégaux. Bien sûr.
C'est Pavlov, hein. Dès qu'on a le mot clandestin ou immigration, hop. Mais là, je suis arrête de habitué, faire hein. des digressions à chaque fois et de rebondir. Alors, je vous demande de faire Allez. respecter le calme et les interjections. On fait respecter le calme dans cette Assemblée de la même manière qu'il y a de temps en temps des interjections. C'est insupportable. Le dernier point est en forme de constat d'étape après un demi-mandat. Nous disions en 2015 que le regroupement des 3 régions créerait un mastodonte administratif générant des dépenses supplémentaires, contrairement à ce qu'on a essayé de nous vendre. Je parle là de l'État. Que constatons-nous aujourd'hui? En quelques points très rapides. Des dépenses de personnel qui ont bondi de 18 millions supplémentaires par an, des crédits d'investissement qui ont baissé de 7 millions entre 2015 et 2017, un encours de la dette à plus de 2 milliards avec 500 millions supplémentaires de plus en 2 ans, sur un budget global à peu près de 3 milliards, et une nouvelle compétence que vous pouviez tout à fait refuser, celle des transports scolaires, qui financièrement pèse lourd et qui, en fin de compte, est concrètement gérée par les départements. Alors, Monsieur le Président, à ce mi-mandat, s'il est encore temps de rétablir des priorités et de faire des économies, faites-le et faites-le vite. Je vous remercie de votre attention.